Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal d'actualité. Il sera question cette semaine d'un retour largement consacré aux votations et autres élections complémentaires qui avaient lieu le week-end dernier dans le district. On s'intéressera aussi à la chaîne CNN Money Switzerland qui pourrait bien s'installer à Gland. Et puis on fera un point sur les vendanges ainsi qu'une autre tradition, la 30e des Alpes de Saint-Sergue. Les Nyonnais refusent donc le projet de centre d'accueil des migrants. Le non a remporté plus de 55% des suffrages dimanche. Retour sur ce résultat avec les réactions politiques au micro de Florian Cavaleri. Par 55,38% contre 44,62% des bulletins valables, Nyon a refusé d'octroyer un droit de superficie sur une partie de la parcelle 307 en faveur de l'EDAM. Les résultats viennent de tomber, c'est un non, 55%. Voilà, c'est un non, 55%, donc la question a été posée de manière tout à fait démocratique. On voit qu'il y a une assez forte participation avec 6241 électeurs qui sont rendus aux urnes. Donc on est satisfait de ce résultat et maintenant il faudra mettre certainement en avant d'autres variantes pour répondre à la demande du canton. C'est le retour de vos deux solutions, des logements en appartement. Voilà, deux solutions qui ont été proposées au conseil communal. Maintenant, il y a d'autres pistes qui peuvent également être mises en avant, à savoir héberger des requérants à la maison. Il y a des associations qui s'occupent de faire les liens. Et on peut également imaginer, si on doit vraiment accueillir des requérants primo-arrivants, d'imaginer une structure plus petite que ce qui a été proposé. Sacha Soldini, vous êtes prêt à accueillir un migrant chez vous, comme vous le proposez? Alors, il me manquerait juste une pièce. Mais effectivement, on en a discuté avec ma femme. Le résultat, il est relativement clair. On savait que le référendum, c'est une machine à dire non. On partait au départ avec 60% de non, 40% de oui. C'est un peu moins pire que ça. C'est le troisième projet qui échoue pour différentes raisons. C'est la première fois que c'est suite à un référendum. C'est pas facile, c'est un sujet qui divise à la fois les conseillers et la population. Officiellement, personne n'est contre l'accueil des requérants à Nyon. Mais dans les faits, c'est quand même un non. Parce que, encore une fois, pas ici, pas comme ça, pas maintenant, pas autant. Mais le résultat final, il est clair, c'est non. On doit accueillir un certain nombre de migrants, donc pour l'instant on va les accueillir dans des abris de protection civile. On n'a pas d'autre choix. Oui, un appartement par-ci par-là quand l'occasion se présente, mais avec ça, on l'a dit, on n'a pas notre quota. Bien évidemment, abri de protection civile égale homme seul. Un goût un peu amer. Après cette campagne et ces arguments de l'UDC qui ne sont pas justes et qui ne sont pas corrects et qui ont complètement faussé le débat. D'après ce que je vois, c'est que la population a compris que ce projet était mauvais et surtout que nous n'aurons pas à le laisser au canton pour un demi-siècle et donc j'en suis ravie. Maintenant, il reste encore beaucoup de place dans des foyers d'accueil, dans d'autres, qui m'étonne d'ailleurs que nous ayons encore des migrants dans des abris de PC à Nyon, enfin dans un abri, alors qu'il y a de la place dans les foyers. Je suis contente que ce sujet ait pu avoir lieu sur la place publique et que les Nyonnais aient pu s'exprimer sur le sujet. Alors qui s'est exprimé d'après vous? Les Nyonnais, les habitants de Nyon. C'est un vote contre les migrants ou contre le centre? Contre le projet de la municipalité, qui est un projet qui est mal pensé, mal ficelé. Un refus aujourd'hui, ça veut dire continuer à loger ces personnes dans des abris de la protection civile. Donc d'être heureux de cette situation, c'est quelque chose qui est pour moi vraiment incompréhensible. Nyon, on est chanceux, les Nyonnais, et de se prononcer contre cet accueil, je trouve très difficile à accepter. Évidemment, j'ai espéré jusqu'au bout, j'y croyais, parce qu'on a fait, je pense, une très bonne campagne. On aurait fait changer 329 personnes d'avis et on aurait passé le cap. L'association était vouée à disparaître demain, mais plusieurs personnes se sont posé la question, comme on a généré énormément de forces vives autour de nous, si on continue l'association pour devenir une sorte de lobbyiste du migrant à Nyon. Pour nous, c'est clair que nous allons continuer à chercher des solutions sur la côte et sur Nyon dans les semaines et les mois qui viennent. Est-ce que ça relance le projet de construction d'un centre à Aisin? C'est une question qui, à ce stade, n'est pas encore d'actualité comme ça du jour au lendemain. On va certainement en parler dans les prochaines semaines qui viennent, mais je ne sais pas encore dans quel sens.
Voilà, avec nous sur ce plateau pour l'association 24/9 Agir pour accueillir Claude Farine. Bonjour. Bonjour. On l'a entendu un de vos collègues dire que probablement l'association allait poursuivre ses activités. Vous nous le confirmez aujourd'hui? Oui, je vous le confirme. D'ailleurs, quand la presse dit que c'était un non sec, je ne pense pas que ce soit un non sec. Au contraire, c'était un non sujet clair en tout cas. Oui, mais c'était un sujet très très difficile. On aurait pu s'attendre à une différence de vote beaucoup plus importante. Or, comme le dit le président, il n'y a que 300 voix de différence. Il y avait une campagne très courte qui a duré 1 mois. Je pense que si on avait 1 mois de plus, on aurait pu faire pencher la balance. Cela dit, c'est vrai, l'association va continuer. Pourquoi ? Parce qu'en 1 mois, on a suscité une prise de conscience auprès d'un certain nombre de Nyonnais assez importante, qu'on a créé une dynamique, qu'avec notre comité de soutien, on a un réseau actuellement de 300 à 400 personnes qui sont prêtes à s'engager sur le terrain. Et donc, on va faire dans le mois qui vient une assemblée générale et faire des propositions à tous ces gens qui nous suivent. Et avec nous également Eric Durst, bonjour. Directeur de l'établissement vaudois d'accueil des migrants, l'EVAM. Un premier point sur ce résultat de dimanche. Quelle est votre analyse de ce non des Nyonnais ? Alors, bien évidemment, je suis déçu. J'aurais préféré un oui. Ça, c'est assez évident. Maintenant, je trouve que 45% de oui, c'est un résultat pas si mal que ça. Et surtout, je trouve que ça donne la possibilité d'aller vers l'avenir, plusieurs personnes l'ont exprimé, on vient de le voir, y compris des opposants, le fait qu'il faut continuer à chercher des solutions. C'est exactement ce que l'EVAM en tout cas va faire et nous comptons sur toutes ces bonnes volontés qu'il y a à Nyon, qui sont nombreux à Nyon, je les remercie d'ailleurs, à chercher des solutions, à trouver des solutions. Alors justement, ces solutions, on va revenir sur celles proposées par 3 élus, les Verts Pierre Vallenne, qu'on a entendu dans le sujet, Raymond Carrard, et le Vert libéral Patrick Boux, qui propose sur la même parcelle à Nyon, mais un projet mixte qui serait réparti sur 3 sites où on aurait moins de place pour les migrants, mais adossé à un foyer d'étudiants. Est-ce que c'est quelque chose sur laquelle l'EVAM serait ouverte ? Alors, l'EVAM est ouverte à toutes les solutions, à toutes les propositions, en tout cas d'examiner les propositions. Ça, c'est très clair. On ne va pas a priori se fermer. Au contraire, on cherche nous-mêmes aussi des solutions. Maintenant, évidemment, les conditions de réalisation dans ce cas de figure ne seraient pas les mêmes. Ce qui était prévu, par exemple, c'était que la parcelle soit affectée par un plan cantonal d'affectation. Ce ne serait pas possible dans le cadre d'une utilisation mixte. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas possible d'aller de l'avant, de trouver des solutions, bien sûr. De même, en ce qui concerne le financement d'une construction, si c'est une utilisation mixte, l'EVAM ne pourra pas financer l'entier, pour le moins, d'une telle construction. Donc il faudrait qu'il y ait d'autres financements qui entrent, bien sûr, en jeu pour que ça puisse se réaliser. Mais globalement, très positif au fait qu'il y ait des propositions concrètes qui sont d'ores et déjà énoncées. Sur ces solutions, il y en a d'autres qui... Oui, écoutez, l'association ne s'est encore pas prononcée. C'est clair qu'elle étudiera cette proposition. Cela dit, moi, j'attends d'abord de voir ce que va dire la municipalité, mais aussi les opposants. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 ans, il y avait un projet Autine, beaucoup plus petit. Les opposants ont dit non, pas ici, parce que c'est excentré. Il y avait 60 chambres qui étaient prévues. Maintenant, ils disent c'est trop grand, pas à cet endroit-là. Alors moi, j'attends maintenant que les opposants fassent des propositions et pour voir si elles sont crédibles. Ces propositions, il y en a d'autres qui sont en préparation du côté de l'EVAM ? Alors nous, on est dans une phase de recherche de solutions. J'ai pas aujourd'hui des projets sur la table, sinon je vous en parlerai sans doute. C'est malheureusement pas le cas. Nous savons tous qu'à Nyon, le marché immobilier est relativement compliqué, relativement serré, donc il n'y a pas des terrains constructibles comme ça disponibles du jour au lendemain, bien entendu. C'est pour ça qu'on a beaucoup apprécié l'investissement, la proposition de la municipalité de mettre à disposition un droit de superficie. Mais nous continuons à chercher également dans le domaine du marché privé de l'immobilier des possibilités, soit de location, soit d'achat. Aujourd'hui, il n'y a pas d'urgence à Nyon sur l'accueil de ces migrants ? Alors, je pense que l'urgence vient du fait que depuis des années, la côte, et plus particulièrement Nyon, accueille un nombre significativement inférieur à ce qu'on pourrait considérer comme une moyenne cantonale dans les communes de taille similaire. Donc c'est une urgence en termes
d'équilibre et de solidarité intercantonale avec les autres communes, avec les habitants des autres régions. Par contre, comme ça a été le cas tout au long, y compris pendant la période d'afflux de 2015, l'EVAM a toujours hébergé toutes les personnes qui nous étaient confiées. Cependant, effectivement, pendant une période, un grand nombre de personnes qui ont dû être logées en abri de protection civile. Et on aimerait éviter ça pour l'avenir. Oui, et l'une des réactions qu'on a entendues dans le reportage qui était de dire il y a des gens dans les abris PC à Nyon, mais il y a dans d'autres endroits des foyers où il y a de la place. Est-ce que c'est le cas ? Alors, c'est le cas qu'aujourd'hui, il y a encore un abri de protection civile en exploitation dans le canton et il se trouve à Nyon. Ça, c'est juste. Nous avons, au cours de ces derniers mois, fermé 15 abris déjà. Mais est-ce que ces gens-là pourraient être logés dans d'autres foyers ? Alors, nous sommes constamment en train d'optimaliser l'utilisation de nos places et de procéder à des déménagements en fait, des personnes, ce qui nous a permis donc de déjà fermer 15 abris. Si nous avons la possibilité, dans les semaines ou les mois qui viennent, de faire la même chose encore pour les derniers résidents en abri ici à Nyon, on va également le faire. On ne va certainement pas garder un abri ouvert si on n'en a pas les besoins pour le faire. Claude Farine, une dernière chose sur ce résultat de dimanche. Comment vous l'interprétez ? Qu'est-ce qui a fait que le non l'a remporté, ces 300 voix de différence ? Moi, je pense que c'est particulièrement les arguments des opposants, la peur, des arguments, des faux arguments. C'est pas le fait que ce soit une parcelle en plein centre-ville qui aurait posé problème pour les Nyonnais ? C'est moins d'1% de la population nyonnaise qui aurait été installée là. Moi, je pense que la solution, elle était bonne, elle était efficace, puisqu'on pouvait regrouper tous les services des requérants à cet endroit. Et puis, elle permettait en même temps aux requérants d'avoir des contacts directs avec les gens qui habitent Nyon. Maintenant, moi, je respecte le verdict du peuple. Je voulais encore ajouter une chose concernant les propositions qui sont faites maintenant. Certains des opposants, notamment l'UDC, suggèrent qu'on construise quelque chose à Las, en dehors de ville, près de Paléo. Moi, je trouve que ce serait se moquer de l'accueil des requérants que de les mettre en dehors de ville. Par exemple, Écublanc. Écublanc, il y a 180 requérants pour l'instant, il y a 40 enfants. Vous imaginez des enfants qui viennent du haut de la ville et qui doivent être scolarisés à Nyon ? Très rapidement, Éric Durst, cette option dans la plaine de Las, c'est quelque chose qui est acceptable de votre point de vue ? Pour nous, ce qui est important, c'est que ces sites soient bien desservis en transport en commun, parce que les requérants d'asile, ils n'ont pas de véhicules privés. Et il faut quand même, comme le dit M. Farine, que les enfants puissent se rendre à l'école, que les adultes aussi puissent faire leurs courses, et puissent également participer, dans une certaine mesure, dans la vie de la commune, de tous les jours, en fait. Donc, s'il y a une desserte raisonnable en matière de transport en commun, ça peut tout à fait être possible. Maintenant, je ne connais pas spécifiquement ce lieu-là par rapport à la géographie nyonnaise ni les réseaux de transport en commun, donc je ne peux pas spécifiquement me prononcer aujourd'hui sur cette proposition. Il faudrait qu'on l'analyse de plus près, si tant est que c'est une réelle proposition qui vienne sur la table. Affaire à suivre naturellement. Éric Durst et Claude Farine, merci beaucoup pour votre présence et vos réactions. À bientôt. Merci. Harold, la construction du quartier Gare Nord-Schenk a été acceptée, un plan de quartier approuvé par 61% des électeurs. La réaction des principaux acteurs de cette votation au micro de Rodolphe Henner. Oui, 1158 voix, non, 747. Donc le projet est approuvé avec une large majorité. C'est une grosse victoire. Oui, les référendums sont durs à gagner. Il est plus facile de dire non que oui. Les arguments émotionnels amenés par les opposants sont plus faciles à faire comprendre aux citoyens. Donc, 60% 40, c'est une grande victoire. Mais en fait, comme le conseil communal, et ça en fait on est assez rassuré en tant que politique rolois en général, de se dire que la population est assez en adéquation avec les votes du conseil communal. Et ça me paraît extrêmement important. Alors nous sommes sereins, la défaite elle est claire, elle est nette, il faut la concéder, la reconnaître, mais les électeurs les votants se sont exprimés, les Roloises et les Rolois.
On est forcément un petit peu déçus, mais c'est la démocratie, il faut l'accepter. Bien sûr, on est déçus. On a fait tout ce qu'on pouvait, le peuple a parlé. Je pense que c'est le plus important, c'est la démocratie. On espère qu'il a parlé en connaissance de cause, puisque vu les problématiques qu'on a eues pendant la votation, on ne peut pas être tout à fait sûr que les informations que le peuple a reçues étaient correctes et complètes. Justement, est-ce que vous attendez encore quelque chose de concret de ce recours ? Bien sûr, on attend toujours des nouvelles. Je ne sais pas du tout ce que le canton va décider. Mais par contre, je m'attends à ce qu'au moins le canton donne des directives dans le futur beaucoup plus claires aux municipalités pour que ce genre de problématiques ne se reproduisent pas. Une réaction partagée parce qu'on espérait faire un score un peu plus gros que ça. Dire qu'on espérait gagner, bien sûr, c'était notre vœu, c'est pour ça qu'on s'est battu. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ça veut dire que la population a entendu un petit peu quel était le problème. Quelle est la suite pour l'association Quel Rôle ? Tout sujet qui peut se présenter à Rolle concernant l'avenir de Rolle nous intéresse. Oui, bien sûr, une très belle victoire, le personnel est ravi, mais je crois que c'est aussi une victoire pour l'ensemble des Rolloises et Rollois qui ont compris l'enjeu d'un développement maîtrisé et durable que présente tout ce plan de quartier, donc je pense que les arguments étaient là, donc c'est une victoire pour tout le monde à mon avis. L'entreprise Schenck est donc là pour un nouveau siècle ? Je ne sais pas un siècle, mais 2 à 3 générations, je l'espère du moins. Maintenant que c'est fait, maintenant que c'est gagné, ce plan B, c'était quoi alors ? Le plan B, il y en avait plusieurs. Il y avait 2 endroits pour aller qui existaient. On l'a toujours dit, on préférait rester à Rolle. On est resté sur cette position, mais on ne dévoilera pas plus où c'était. Les élections complémentaires avaient également lieu dimanche dans le district, à commencer par Coppet. À Coppet, c'est le candidat François Keller qui a été élu à la municipalité au premier tour avec 284 voix. La majorité absolue était à 340 voix. François Keller qui devance Michel Gada qui a obtenu 219 voix et il devance également Valentin Ducatet qui lui a obtenu 56 voix. Et enfin à Bassin, le premier tour n'aura pas pu départager les 5 candidats en lice à la double complémentaire. Ils sont 4 à repartir pour un second tour qui aura lieu le dimanche 15 octobre. Élection encore, mais au niveau régional cette fois-ci. La semaine dernière, le syndic de Duy, Frédéric Mani, était élu au comité directeur du conseil régional en remplacement de la Rolloise Françoise Teckon-Ebeneisen. Rodolphe Henner nous en dit plus. Je le promets. Merci, on peut l'applaudir. Je suis très heureux de pouvoir accéder au CODIR. Ça fait de nombreuses années que je m'intéresse pour le conseil régional. La commune de Dully était la première commune de l'ancien district de Rolle à adhérer au conseil régional. Je pense que c'est un outil qui est devenu indispensable pour notre région pour rester compétitive au niveau cantonal mais également au niveau suisse afin de pouvoir espérer obtenir des subventions fédérales et cantonales. Vous y croyez ? J'y crois à fond. Exactement comme on peut dire. Par contre, ça demande beaucoup d'énergie et j'espère que ces prochaines années, il y ait une bonne collaboration entre le conseil intercommunal et le CODIR parce que j'ai vu cela dans ma propre commune. Si le conseil soutient bien l'exécutif, n'empêche pas de poser les questions, essayer de challenger l'exécutif, tout le monde tire à la même corde et permet d'obtenir le but, c'est de réussir dans des projets d'intérêt régionaux et de majorité. On ne sait pas encore quel sera votre dicaster, celui qui est laissé vacant, c'est celui de la loi sur l'aménagement du territoire, un très très gros dossier. Est-ce que c'est un dossier qui vous intéresse ? C'est un dossier qui m'intéresse. J'avais contacté le CODIR avant l'élection de ce soir afin de connaître un petit peu les tendances des différents membres. Et je m'étais positionné d'être ouvert pour n'importe quel dicaster, mais celui de l'aménagement du territoire m'intéresse tout autant que les finances, que d'autres du CODIR. C'est une des premières élections, si je me trompe, ou la première élection complémentaire au sein du CODIR, où il y a plus qu'un candidat.
et où les candidats font campagne. Avez-vous fait campagne? J'ai pas fait beaucoup de campagne, les médias l'ont fait pour moi, qui était une bonne chose. Et les différents délégués du conseil régional me connaissent depuis de nombreuses années. Et, je fais des interpellations ou participation à des commissions afin de faire vivre cet outil indispensable pour notre district. Voilà, et vous l'aurez compris, Frédéric Magny remplace Tekon Ebaïzen, Madame Tekon Ebaïzen, donc à ce comité directeur. Affaires régionales toujours, avec un problème qui se dessine. Que faire des communes non membres du Conseil régional et de celles ne plébiscitons pas le financement solidaire d'Israël au moment de mutualiser des constructions touchant de près ou de loin toutes les communes du district? Comment affiner la solidarité intercommunale? Rodolphe Henner. Les affaires du Conseil régional reprennent et les interrogations avec elles. L'une d'elles est revenue sur la table jeudi soir, alors que 9 communes ne font pas partie du Conseil régional ou du financement solidaire d'Israël. Comment les convaincre, malgré tout, d'ouvrir leur porte-monnaie? Le conseiller communal nyonnais Pierre Vallonne a décidé de déposer une interpellation pour en savoir davantage. Dans cette région, il y a des communes qui ne sont pas membres du conseil régional et il y a des communes qui sont membres du conseil régional mais qui ne veulent pas être solidaires des projets régionaux. Donc les questions que je pose interrogent effectivement cette solidarité et de savoir comment on assure un financement solidaire de l'ensemble des projets. On arrive peut-être aux limites, et notamment aussi avec les communes qui ne font pas partie du conseil régional, qui s'étaient engagées, il me semble, puisque je suis un vieux politicien, qui s'étaient engagés à quand même participer au projet qui les touchait. Elles nous ont souvent dit, nous ne sommes pas intéressés par le conseil régional parce qu'on veut garder notre autonomie politique, mais comptez sur nous, nous ne sommes pas des communes pingres et on jouera le jeu le moment venu. C'est donc avec beaucoup d'étonnement que j'ai vu que des communes très proches ne voulaient pas participer au projet. Illustration avec un cas précis, celui de Communy, commune qui vient de quitter l'Assemblée régionale. Alors que ses voisines payent pour la requalification de la route du lac entre Founet et Milly, Communy a décidé de ne pas faire le moindre geste. Alors oui, en effet, Communy a été approchée par les 4 communes de Terre Sainte concernées par ces travaux, de manière très concrète, en nous expliquant qu'un préavis allait passer au conseil intercommunal et que la question allait sans doute sortir à ce moment-là. Donc la séance a eu lieu hier soir, moi j'ai pas eu de retour, mais oui, on nous a approchés et nous avons répondu. Qu'avez-vous répondu? Nous avons répondu non. Et pourquoi ceci? Simplement parce que nous sommes donc sortis du conseil régional, je pense que je ne vais pas m'étaler là-dessus, tout le monde le sait. Il se trouve aussi que nous avons des portions de route cantonale 2 qui traversent Communy, nous restons au cœur de la Terre Sainte, même si nous ne sommes plus au conseil régional. Et ces travaux, c'est nous qui les finançons seuls, et ça ne nous viendrait pas à l'esprit d'aller demander à nos voisins ou au conseil régional de nous soutenir. Donc inversement, on ne voit pas pourquoi on ferait le chemin inverse. Comment faire donc pour obtenir un financement des communes qui échappent au programme solidaire? Je pense que c'est la même question que doit se poser les CFF concernant les gens qui montent dans le train sans payer le billet. Est-ce qu'on arrête les trains sous prétexte qu'il y a quelques voyageurs qui voyagent sans billet? La réponse est évidemment non. On doit continuer à avancer avec nos projets avec le conseil régional et encouragés par toutes les communes membres du DISREN, et Dieu sait si elles sont beaucoup plus nombreuses, heureusement, et continuer à travailler tous les jours pour faire adhérer ces communes. Bien sûr que pour chacun des projets, quand elles sont directement concernées, on va les trouver avec l'aide des communes qui portent les projets. On va les trouver pour leur dire mais vous êtes directement impliqués dans ce projet et il paraîtrait juste que vous contribuez aussi au financement de ce projet. Je vous le disais dans les titres, la chaîne CNN Money Switzerland posera ses cartons à Glon. Le nouveau média souhaite y installer un studio dans le nouveau bâtiment de la SEIC et NRTV devrait être hébergé dans les mêmes locaux. La municipalité glandoise présentera prochainement au conseil communal un préavis destiné à aider les finances de votre chaîne régionale. Florian Cavaleri. Comme ça avait été précisé, ce qu'il faut
L'année dernière, à pareille époque, le conseil communal, dans l'étude du budget 2017, avait demandé à la municipalité de lui fournir un préavis, de manière à ce que le conseil puisse débattre de l'avenir d'NRTV, débattre des fonds que la municipalité a demandé au fait d'injecter dans NRTV. Pour l'année 2017, ça a été inscrit au budget, mais pour 2018, la municipalité s'est donc exécutée, présente un préavis. Ce préavis porte sur le même montant, soit 10 francs par habitant pour une année d'exploitation. Par contre, là, ce préavis porte en fait sur 3 années. Donc on demande au conseil communal d'accepter d'inscrire le montant de 130 000 francs annuels sur 2018, 2019 et 2020. Et si la municipalité glandoise soutient NRTV, c'est aussi qu'il y a des projets de développement pour cette chaîne. Alors effectivement, c'est avec grand plaisir que la municipalité de Gland a pris connaissance d'un nouveau projet qui est encore sous la forme de projet à l'heure actuelle, mais qui devrait, si tout se passe bien, être un projet qui prendrait son ancrage dans la commune de Gland, c'est-à-dire que le partenaire Mediago et son partenaire CNN Money Switzerland projettent de s'établir à Gland avec un studio d'enregistrement. Ça serait vraiment une très bonne chose. Alors pour NRTV, parce que ça permettrait des synergies évidentes, et puis le fait que ça soit à Gland, alors là c'est le municipal, la profession économique qui parle, est vraiment une très bonne chose pour Gland et un média center qui prendrait place dans les nouveaux locaux de la SEIC. C'est du dynamisme, c'est de l'emploi, c'est vraiment très bien. NRTV est bientôt sorti d'affaires d'un point de vue financier. Alors il y a encore du chemin. La première étape, c'est notamment justement ce préavis à Gland. Il ne faudrait pas que les conseils communaux refusent, parce que là, je pense que tout le projet risquerait fortement de capoter. Donc il y a un réel danger. Donc on ne peut pas dire qu'on est encore sorti d'affaires, mais c'est vrai que le ciel semble s'éclaircir un petit peu et que ces projets justement qui permettent d'améliorer la qualité tout en réduisant les coûts devraient, j'espère, convaincre les conseils communaux et convaincre d'autres communes d'ailleurs de nous rejoindre, et pour finalement effectivement sortir définitivement NRTV de la mauvaise situation dans laquelle on l'a reprise il y a 2 ans. Le CEPN, le centre d'enseignement post-obligatoire de Nyon, a ouvert ses portes et Florian Cavalleri a assisté à son inauguration. C'est clair que pour la ville de Nyon, d'avoir un gymnase agrandi, une école professionnelle, c'est vraiment important. Je rappelle qu'il y a moins de 30 ans, les étudiants du district Nyon allaient soit à Genève, soit à Lausanne pour passer leur bac ou leur matu. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Plus maintenant, on a des équipements qui sont magnifiques, il y a des salles de sport supplémentaires. Donc c'est vraiment une belle journée pour Nyon, parce que le projet a commencé en 2003. Donc ça a mis vraiment longtemps avant d'être réalisé, et aujourd'hui on est très content. C'est doublement symbolique. D'abord évidemment c'est ma première inauguration. C'est un établissement qui est mixte, parce qu'il regroupe à la fois des gymnasiens, des apprentis, et donc ça c'est vrai que c'est particulièrement réjouissant de pouvoir construire la formation sous ce double axe, parce que la valorisation de la formation professionnelle, et puis aussi évidemment la valorisation de la formation tout court de ceux qui se destinent à des études. Il y a donc une salle des maîtres commune, il y a un espace de secrétariat qui est commun. Je dirais que l'idée, c'est que chacun garde ses spécificités, mais il y a des synergies, notamment dans le domaine de la prévention, par exemple, où on a des projets communs. Donc on essaie de regarder, voilà, quand ça fait sens, on fait des choses en commun, et chacun garde, disons, la clarté de ses filières aussi, ce qui est important pour nous. Alors c'est peut-être pas la même philosophie, mais c'est le même but, c'est-à-dire d'intégrer nos jeunes dans la société, que ce soit par les études gymnasiales ou par la formation pratique. Nous on est dans la formation professionnelle, ça nous tient à cœur de dire qu'avec l'apprentissage, on peut arriver à des excellentes, des très belles carrières. Il y a une perméabilité des filières aujourd'hui. Puis pour nous, c'est important d'être là, d'offrir des filières de qualité, des formations de qualité pour tous les jeunes, que ce soit des apprentis, mais aussi pour des futurs gymnasiens qui décideront de revenir ou de revenir dans la formation. L'augmentation démographique pose un certain nombre de soucis aux autorités, que ce soit cantonal avec le gymnase ou l'école professionnelle, mais aussi bien sûr aux autorités communales comme Nyon, puisqu'on a un investissement d'environ 130 millions sur 4 ans, avec la réalisation de 3 nouveaux bâtiments
2 qui sont en fonction maintenant, qui viennent d'être ouverts pour le deuxième à Marron. Marron l'année passée, le Couchon cette année et puis le Cossy l'an prochain. Donc beaucoup d'investissements, sans compter la rénovation des 2 autres bâtiments scolaires pour environ 40 millions qui seront agendés dans les 5 prochaines années. Place aux festivités à présent et en bref avec la fête de la vigne à venir ce week-end. Retour également sur l'opération Gland-ça-marche et les portes ouvertes du nouveau bâtiment de la SEIC. Andrea Braslopo. À fond les ballons. Samedi dernier, pour la 3e année consécutive, la ville de Gland a organisé son désormais traditionnel parcours pédestre à la découverte de la ville dans le cadre de Gland-ça-marche. Les habitants ont notamment pu découvrir les nouveaux bâtiments de la SEIC. Déménagée en août 2017, la Société électrique intercommunale de la Côte a ouvert ses portes au public avec une série d'activités dédiées aux évolutions technologiques. Il est où le robot ? Les chemins ont finalement mené au studio de Nyon Région Télévision où petits et grands ont pu découvrir les coulisses de la chaîne régionale du district. Prochain rendez-vous à ne pas manquer, la fête de la vigne sur la place du château de Nyon, vendredi 29 et samedi 30 septembre. Dégustation, concerts et animations seront au menu de la 7e édition. Voilà, et justement, c'est la saison des vendanges. À cette occasion, Rodolphe Henner a baladé sa caméra du côté de Givrin à la rencontre de l'artisan vigneron Philippe Bovet et de toute son équipe. On est en début de vendange, on a commencé sérieusement hier et puis c'est parti pour 3 semaines avec une équipe de 15 cueilleurs et 6 personnes à la cave, donc plus de 20 personnes pendant 3 semaines. Et puis vous faites tout à la main. Je fais tout à la main, tant que je peux me le permettre économiquement. Je vais le faire et de plus, ça permet de créer des emplois et puis vous l'avez ressenti, ça crée aussi une ambiance et c'est plus sympa que la machine. Alors là, on est ici à Founet, vous êtes de Givrin, vous avez des parcelles à Founet, vous en avez ailleurs ? Oui, exactement. Donc j'ai un domaine d'environ 10 hectares qui est situé entre Founet et Loing. Donc j'ai un pôle à Founet, un sur Givrin et un à Loing. Je produis plus de 25 vins différents pour environ 60 000 bouteilles. 25 vins, 15 cépages, donc il y a de quoi s'amuser et découvrir. Cette période de vendange, c'est une période festive, on vit en collectivité, on va manger ensemble, le soir on fait la fête également ? Des fois un petit peu trop, ça fait partie. En fait, on est le dernier métier de la terre qui fêtons la récolte, la fête des vendanges, l'amitié, tous ces moments-là sont importants et tant qu'on peut les garder, je crois que c'est important pour tout le monde, autant pour nous, pour les employés, pour les vendangeurs qui viennent exprès, qui se réservent d'année en année pour passer ces bons moments-là. Comment faut la qualifier cette année 2017 ? J'ai pour principe de ne jamais parler du vin avant qu'il soit terminé. Maintenant, si on prend l'année météorologique, on est très bien parti, une année précoce. On a eu un été, pour moi, extraordinaire, digne, comme j'ai dit à mes apprentis, des manuels viticoles au niveau climatique. Et on a été épargné par le gel, par la grêle. Donc là, on a eu de la chance. Donc pour l'instant, tout se passe à merveille. Il a fallu être patient et ça se joue ces jours. Et j'espère que la météo tiendra encore le coup. On va dire 2 à 3 semaines. C'est étonnant, il y a 30 ans, on disait du monde agricole que c'était des paysans, on les dédaignait un peu. Aujourd'hui, c'est des métiers cool. Les gens aimeraient faire vos métiers aujourd'hui. Mais vous avez résumé totalement la situation. C'est ce que j'ai vécu à l'âge de 18 ans, 20 ans. En allant à Nyon, on était de la campagne. Et puis aujourd'hui, les gens ont envie de venir chez nous. Donc à nous d'en profiter et à nous de montrer justement tout ce travail de passion. Parce que c'est un travail de passion. Et ce travail vrai qui nous permet de vivre heureux et avec un grand plaisir. Les gens ont besoin de sentir, de revenir à leurs racines. La société va vite, la société va très vite et les gens perdent un petit peu les pieds sur terre. Qui est-ce qui fait la cuisine à midi ? J'ai la chance d'avoir ma maman qui cuisine extraordinairement bien et qui fait la cuisine durant un mois. Pour la petite histoire, elle sert presque 1000 repas sur la durée de toutes les vendanges. Gentil, la maman.
Arrêtons-nous à présent sur une autre tradition, la des Alpes. Le passage des troupeaux décorés se tiendra ce samedi 30 septembre à Saint-Cergue. Et j'ai le plaisir, pour en parler, d'accueillir le syndic de Saint-Cergue, Pierre Grabert. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. 30e des Alpes de Saint-Cergue. En fait, Pierre Grabert, c'est un moment fort qui marque la fin de la saison d'alpage et aussi la fin des beaux jours. Malheureusement, oui. Donc la fin de la saison d'alpage, on est tous très tristes quand les vaches descendent en plaine. Et voilà, puis ça annonce aussi l'hiver, donc des saisons froides. Et ça, le passage entre l'été et l'hiver est toujours un passage très difficile dans le Jura. Et ce qu'il y a de particulier et de magnifique aussi, bon, évidemment, il y a ces décorations, c'est une tradition, une très vieille tradition de manière générale en Suisse. Là, à Saint-Cergue, on n'est pas très loin des centres urbains, contrairement à d'autres endroits où on doit aller plus loin. On est à 20 minutes de Nyon, on peut assister à cette des Alpes. Là, on voit les images de la précédente édition à Saint-Cergue, et c'est quand même près de 15 000 personnes qui sont attendues. Voilà, donc cette des Alpes a énormément de succès, justement dû à sa proximité des grandes villes, notamment Genève et Nyon. Genève, il y a beaucoup d'internationaux qui sont adeptes de notre des Alpes. Et forcément tout le district de Nyon, avec Nyon, Gland, etc. Donc 15 000 personnes, oui, je pense que s'il fait beau, voilà, ça dépend aussi du beau temps qu'on aura. Donc s'il fait beau, oui, il y aura facilement 15 000 personnes. S'il pleuvra, ça, on ne le sait pas. On touche du bois pour vous, pour samedi, Merci. naturellement. Alors, il n'y a pas que la des Alpes en elle-même, pour les personnes qui seraient intéressées à participer, à être présents durant cette des Alpes. En fait, on peut dire que ces traditions, folklore, qui, le temps d'une journée, se réunissent au même lieu. Tout à fait. Donc, il y aura beaucoup de stands, il y aura beaucoup d'animations folkloriques avec des groupes folkloriques, des corps des Alpes, claqueurs de fouet. Il y aura l'après-midi du bûcheronnage, sculpture par tronçonneuse. Ça, c'est impressionnant. Voilà, enfin, il y a un panel d'activités absolument impressionnantes, en plus de la des Alpes, où plutôt les vaches vont plutôt descendre le matin de bonne heure, parce qu'elles... C'est à partir de 8h30. Voilà, hein. à partir de 8h30, oui. Tout à fait. Et à noter pour les éléments juste pratiques, la route blanche sera fermée du coup la matinée de 8h à 13h. Et puis précision importante, l'entrée est libre, bien sûr. Voilà, l'entrée est libre. Donc on conseille aux gens de venir très tôt par la route d'Arzier et aussi de favoriser la mobilité par le train. Le train était en rénovation. Il va être remis en marche exprès pour la des Alpes, à cette occasion. Voilà, ces magnifiques vaches que l'on voit à l'image pour cette 30e des Alpes de Saint-Cergue. Donc c'est ce samedi 30 septembre de 8h30 à 12h30 plus ou moins pour la des Alpes. Et puis c'est toute la journée pour les animations, les stands qui sont présents, entrée libre naturellement pour cet événement. Merci beaucoup Pierre Grabert et tout de bon pour cette journée de samedi à Saint-Cergue. Merci, on nous souhaite le beau temps. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite, effectivement. Voilà, avant de nous quitter, vous signalez que ce week-end, ce samedi également, a lieu l'inauguration du port de Rolle. Ce sera sur les coups de 11h. Merci pour votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition. À suivre le débat avec Rodolphe Henner et ses invités. Ils croiseront le fer au sujet du dépôt du Nyon Saint-Cergue. À la semaine prochaine.